Merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Madame, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de cette édition. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui en présence du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises. Nous en parlerons dans ce journal. Malgré les lourdes peines dont sont passibles les auteurs de viol, l'on continue d'enregistrer des cas de viol au Bénin. Dans ce journal, vous suivrez la réaction de la présidente de l'Institut national de la femme, Claudine Afiavi-Prudencio, à propos de Adjoa, 14 ans, victime de viol. Et puis, hors de nos frontières, coup d'État manqué hier en Guinée-Bissau, occasionnant la mort de plusieurs personnes et des blessés graves, une attaque condamnée par la communauté internationale. Voilà pour le sommaire, le développement, c'est maintenant. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Bienvenue dans ce journal. Je vous l'annonçais en titre. Le Conseil des ministres s'est déroulé aujourd'hui sous la présidence du chef de l'État, Patrice Talon. Au terme de cette réunion, plusieurs décisions ont été prises et des nominations ont été prononcées au titre des mesures normatives. L'on peut citer entre autres la mise en place d'un comité technique ad hoc pour la rédaction des tests d'application des lois promulguées, approbation de mesures conjoncturelles de soutien aux filières et de maîtrise des prix de certains produits agricoles, approbation des statuts de l'école de formation des professions judiciaires, approbation des statuts de l'agence pénitentiaire du Bénin, approbation des statuts de l'agence béninoise pour l'environnement. Au titre des mesures individuelles, des nominations ont été prononcées au ministère de la Justice et de la Législation et au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Nous y reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Mbedji. Le ministre de la Santé, Benjamin Runkpati, et son collègue des Affaires sociales, Véronique Toinfodé, ont lancé hier le volet maladie du projet ARCH dans les communes d'Avrancourt et d'Ifani. La cérémonie s'inscrit dans le cadre de la phase de généralisation de l'assurance maladie au Bénin. Compte rendu, Clémence Tonoucoin. Les populations les plus démunies des communes d'Avrancourt et d'Ifani peuvent désormais avoir gratuitement accès aux soins de santé dans les formations sanitaires publiques de leur localité. C'est la conséquence du lancement du volet assurance maladie du projet Assurance pour le renforcement du capital humain ARCH dans les deux communes. Ce lancement intervient après une phase pilote concluante dans certaines communes du Bénin. La phase de génération de ce projet, qui fait objet de la présente cérémonie dans les communes d'Avrancourt et d'Ifani, vise à accélérer la marche du Bénin vers la couverture sanitaire universelle. Elle témoigne de l'ambition du chef de l'État, le président Patrice Talon, de garantir l'accès aux soins de qualité aux populations béninoises, quelles que soient leurs conditions de vie et leur lieu de résidence. Je saisis alors cette occasion pour rappeler au personnel des formations sanitaires la nécessité d'améliorer l'accueil, l'offre et la qualité des soins, particulièrement le respect des protocoles, directives et normes de soins. N'oubliez jamais qu'un malade bien accueilli est déjà à moitié guéri. Le régime assurance maladie, principal outil de mise en œuvre de la stratégie nationale de protection sociale, offre aux bénéficiaires un paquet de services. L'ARCH vise à offrir aux populations un paquet de 4 services intégrés que sont l'assurance maladie, la formation, le crédit, la formation professionnelle au métier, l'accès au crédit et l'assurance retraite. L'assurance maladie de ARCH, dans sa conception actuelle, repose sur des valeurs d'équité et de solidarité nationale, en ce sens qu'elle vise à lever les obstacles financiers, notamment les paiements directs par les patients eux-mêmes, et à se prendre en charge sur fonds publics des frais de santé des personnes qui ne sont pas en mesure de le faire. Pour ces personnes que nous appelons donc les privilégiés de la République, l'État supporte totalement les frais liés à la prise en charge sanitaire pour les pathologies contenues dans le panier de soins. Ce panier de soins comprend 75% des pathologies les plus courantes
qui font souvent l'objet de fréquentation de nos centres de santé, comme le paludisme, les infections digestives, les affections respiratoires, les accouchements par voie basse, par césarienne, les traumatismes des membres, etc. Adultes, enfants. Dans les tout prochains jours, d'autres communes vont accueillir l'assurance maladie du projet Arche pour une couverture totale du territoire national. Les membres du gouvernement étaient hier au contact des principaux acteurs du secteur privé à Cotonou. La rencontre a porté sur la présentation du programme d'action du gouvernement 2021-2026. L'exercice vise à exposer à ce maillon essentiel de l'économie béninoise les initiatives mises en place pour les accompagner. Compte rendu, Clémence Tonoucoin. Nous avons décidé que 70% de notre jeunesse soit désormais formée aux métiers professionnels et techniques. La formation professionnelle et technique ne se fait pas que dans une salle. Elle doit se faire avec vous, pour vous. Comment voulez-vous que nous soyons dans un environnement où le citoyen se sent bien s'il n'y a pas de richesse de créer? On ne peut pas créer de richesse sans vous. Nous n'avons pas besoin de multinationales, nous avons besoin de PME pour créer cette richesse, créer l'emploi. Donc vous êtes au cœur du succès de ce programme. Vous avez eu une présentation qui a le mérite de vous détailler tout ce qui est envisagé globalement et qui vous a également présenté les mesures spécifiques pour les PME. Je voudrais que vous reteniez que rapidement, vous allez être dans un environnement où, pour une entreprise donc du secteur privé qui a un problème, soit c'est un problème, une difficulté, un enjeu qui peut se traiter avec ses pairs, et donc ça c'est la chambre de commerce, soit c'est un enjeu qui implique l'État, et là vous bénéficierez d'une agence unique. À la fin de la journée, toutes les initiatives qui existent aujourd'hui devront être fédérées dans une agence unique, guichet unique. Vous allez et vous réglez vos difficultés, que ce soit en renforcement de capacité, en besoin d'établir un business plan, de comprendre comment avoir des partenaires pour votre projet, comment avoir accès au financement. Toutes ces questions que vous pouvez avoir dans la vie de votre entreprise devront être adressées par cette agence qui, elle, en retour, vous guidera sur les différentes initiatives qui existent par ailleurs. À côté de cette agence unique, nous allons réformer le FONAGA, qui a une trentaine d'années et que vous connaissez, mais qui a besoin d'être restructuré et d'être renforcé avec encore plus de moyens. Nous allons le faire. Pour que, quand l'agence vous a accompagné, de l'autre côté, la question du coût de financement, la capacité d'accéder au financement soit traitée grâce au FONAGA restructuré. Je voudrais vraiment que vous ayez à cœur que vous avez un gouvernement qui est conscient du rôle du secteur privé. Vous avez un gouvernement qui sait ce que c'est que le secteur privé. Il y a peut-être des questions de compréhension, de communication, mais l'autre chose que nous nous engageons à faire également dans les prochaines semaines et mois, c'est de mieux échanger. Adjoua, 14 ans, a été victime de viol. L'auteur, c'est son cousin de 22 ans. Elle s'est retrouvée dans des conditions où son bourreau se servait tous les soirs. Aujourd'hui, Adjoua est mère d'un enfant contre son gré. Au Bénin, vous le savez, le viol est passible de lourdes peines. Informée, la présidente de l'Institut national de la femme, Claudine Afiavi Prudencio, a réagi. Je vous invite à suivre ici ses propos. Je tiens tout d'abord à remercier le service de l'information de la télévision nationale pour ce reportage qui a donné la lettre sur une situation très préoccupante. Un cas de viol caché depuis des mois et qui est doublé aujourd'hui de menaces de mariage forcé, ce n'est pas du tout normal. Une fille mineure qui se retrouve avec un bébé sous les bras et sa mère aussi en situation de vulnérabilité, nous ne pouvons pas rester insensibles à cela. Dès que j'ai suivi l'élément, j'ai mis l'équipe de l'Institut national de la femme en alerte au fait de recueillir très rapidement des informations plus avancées sur le fond du dossier. Et déjà, j'ai pu parler au téléphone avec la maman de la victime
qui n'avaient évidemment pas le moral. L'INF veillera à ce que les droits de cette fille victime de viol, menacée de mariage forcé, ainsi que ceux de sa mère soient respectés et qu'elle retrouve le bien-être social. Une fois encore, courage à vous. La protection de la femme et de la fille contre les violences est une bataille commune au quotidien. L'Institut national de la femme accorde beaucoup d'importance au rôle des médias dans cette lutte. Je vous remercie. Hors du Bénin, à présent, situation confuse en Guinée-Bissau. Plusieurs morts et blessés graves à la suite d'une tentative de coup d'État. Le président Embalo rassure que tout est sous contrôle suite aux tirs nourris qui ont été entendus proches du palais du gouvernement. Une attaque condamnée par la communauté internationale. Suivez. Des coups de feu déclenche un vent de panique dans la capitale bissau-guinéenne. Ce mardi, en début d'après-midi à Bissau, des putschistes tentent de pénétrer par la force au sein du palais présidentiel où devait se tenir un conseil des ministres. Des échanges de tirs provoquent la mort de plusieurs personnes. Dans la soirée, le président assure que la situation est revenue à la normale. Tout petit peu, dans quelle situation vous habitez ? Nous sommes confrontés avec une agression. J'étais en plein conseil des ministres. Tous les membres du Parlement, y compris le Premier ministre, nous sommes attaqués avec des armements très lourds. Très lourds. 5 heures de temps. Et en ce moment, tout est sous contrôle. Le président bissau-guinéen n'a pas désigné les auteurs de ce coup d'État avorté. Pour autant, Umaro Sissoko Embalo semble savoir quelles sont les motivations des auteurs de cette tentative de putsch. Et une chose que je peux vous assurer, il n'y a aucun cas qui est relié à cette tentative de coup d'État. C'est une chose isolée, mais c'est lié aussi les gens qu'on a combattus. Quand j'étais élu président de la République, j'avais avec deux choses, la corruption et le narcotrafic. Et ça, c'est lié aussi à ça. Et je savais quel était le prix de la lutte contre. Ce n'est pas la première fois que la Guinée-Bissau est enclin à des coups d'État. Indépendant du Portugal depuis 1974, le pays a vu son gouvernement renversé par la force à 4 reprises, la dernière fois en 2012. La nouvelle tentative de ce mardi a été condamnée par plusieurs organisations internationales. Il est pour nous clair que les coups d'État sont totalement inacceptables. Nous assistons à une terrible multiplication des coups d'État et notre appel fort est que les soldats retournent dans les casernes et que l'ordre constitutionnel soit pleinement en place dans le contexte démocratique de la Guinée-Bissau d'aujourd'hui. La CEDEAO condamne cette tentative de coup d'État et tient les militaires responsables de l'intégrité physique du président Umaro Sissoko Embalo et des membres de son gouvernement. La CEDEAO demande aux militaires de retourner dans leurs casernes et de maintenir une posture républicaine. Cette tentative de coup d'État intervient dans un contexte d'instabilité politique en Afrique de l'Ouest. Ces dernières années, des putschs militaires ont eu lieu au Mali, par 2 fois en août 2020 puis mai 2021, en Guinée en septembre dernier et plus récemment au Burkina Faso le 24 janvier 2022. La France hausse le ton contre le Mali à 24 heures du départ de l'ambassadeur français du pays, Jean-Yves Le Drian, s'est exprimé sur France 2. Le ministre français des Affaires étrangères, bien sûr, a fustigé le gouvernement malien de transition. Il a réitéré l'intérêt de la lutte contre le terrorisme au Sahel. Il y a là des ruptures fortes qui se sont produites. Il y a une rupture politique dans la mesure où ce pays est dirigé maintenant par une junte autoproclamée et qui estime ne pas pouvoir engager un processus démocratique avant 5 ans. Donc cette rupture-là nous amène obligatoirement à nous interroger sur notre posture. Et nous avons engagé des consultations parce que nous ne sommes pas le seul dans cette affaire. Le combat contre le terrorisme au Sahel, ce n'est pas uniquement au Mali que ça se passe dans d'autres pays. La perspective de continuer à se battre contre le terrorisme est tout à fait essentielle. Au Mali ou ailleurs? Au Sahel et dans toute l'Afrique de l'Ouest. C'est dit.
Ce journal se poursuit en page internationale toujours, levée de quelques mesures restrictives alors que des chiffres de l'épidémie restent élevés en France. La prochaine étape est prévue pour le 12 février. Les Français peuvent donc à nouveau respirer, mais les écoles, quant à elles, devront patienter jusqu'aux vacances d'hiver. Un mercredi synonyme d'allègement pour les Français. Exit le port du masque en extérieur dans toute la France, une mesure qui concerne aussi les remontées mécaniques dans les stations de ski. Autre changement majeur, le télétravail n'est lui aussi plus obligatoire plusieurs jours par semaine, mais reste néanmoins conseillé par la ministre du Travail, Elisabeth Borne. Enfin, les établissements recevant du public assis, comme les stades ou différents lieux culturels, ne sont plus soumis à une jauge limitée. Des mesures qui ne font pas l'unanimité parmi les Français face à une situation épidémique toujours délicate. Peut-être un petit peu trop tôt, effectivement, tant que la couverture vaccinale, on est encore ces histoires de 4e dose de rappel, donc je ne sais pas. Après, c'est vrai que c'est un peu compliqué, on a difficilement du recul sur ce genre de questions. Je pense que tout le monde essaye de faire au mieux. Alors non, trop tôt, je dirais peut-être. Les contaminations sont encore très importantes, donc je pense que c'est bien de respecter les gestes barrières, dont le masque. Non, c'est bien, autant le faire le plus vite possible. On saura ce qui se passe comme ça. Ça permettra de voir ce qui se passe exactement. On espère que ça ira mieux. Une population partagée dont l'horizon pourrait s'éclaircir pour de bon. C'est en tout cas ce que laisse penser le Premier ministre. Le 20 janvier dernier, Jean Castex avait annoncé un calendrier de levée progressive des restrictions sanitaires en France, une perspective confirmée ce mardi par le porte-parole du gouvernement. On va respecter le calendrier qu'on a présenté aux Français avec une levée des restrictions en 2 étapes, c'est-à-dire ce mercredi 2 février et ensuite le 16 février. La prochaine étape est donc prévue pour le 16 février, avec notamment la possible réouverture des discothèques. Allègement des mesures sanitaires en France, toutefois, en Italie plutôt, allègement des mesures sanitaires en Italie, toutefois le pass sanitaire reste obligatoire dans le pays, il est strictement contrôlé dans tous les lieux publics. Suivez cet élément. Contrôlé dans le métro, sur les lieux de travail, au bureau de tabac ou encore chez le coiffeur, les Italiens avaient jusqu'à ce mardi pour se faire vacciner. Car le Super Green Pass, un pass vaccinal renforcé, est entré en vigueur dans tout le pays. In quasi tutte le attività, tutti gli esercizi è richiesto il possesso del Green Pass. Le Super Green Pass est exigé dans presque tous les commerces, sauf ceux qui servent des produits de première nécessité, comme les pharmacies et les magasins d'alimentation. L'accès des personnes est donc encore plus restreint si elles n'ont pas ce pass. Les coiffeurs ou les esthéticiens devaient déjà contrôler ce super pass, obtenu uniquement avec un schéma de vaccination complet ou une guérison au Covid-19. Depuis ce mardi, établissements publics, banques, cinémas, théâtres ou encore bureaux de tabac devront faire de même. Enfin, à partir du 15 février prochain, sous peine d'une amende pouvant atteindre 1 500 €, les plus de 50 ans auront interdiction de se rendre sur leur lieu de travail sans ce pass renforcé. Aujourd'hui, comme c'est le premier jour avec cette nouvelle méthode, l'affluence est régulière, normale, comme tous les autres jours, et nous n'avons pas eu de problème particulier. Malgré la baisse des contaminations depuis le 20 janvier dernier, date de sa mise en place, certains commencent à douter de l'efficacité d'une telle mesure. Je pense que pour une campagne de vaccination réussie, le gouvernement aurait dû pousser davantage vers les médecins généralistes et convaincre les gens, en limitant l'accès à certains magasins, etc. Je pense que beaucoup de gens continueront à ne pas se faire vacciner. C'est absurde. Maintenant que nous sommes tous vaccinés, nous devons demander aux clients leur Super Green Pass. Alors qu'aux Pays-Bas ou au Danemark, la levée des restrictions est actée, le gouvernement italien fait donc le choix inverse, celui de mettre la pression sur sa population et surtout ses non-vaccinés. L'Italie se situe pourtant dans la moyenne européenne avec 56% de personnes ayant reçu leur dose de rappel,
Un chiffre en dessous du Danemark, certes, mais bien supérieur aux 47% d'injection de 3e dose que comptent les Pays-Bas. Madame, Monsieur, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur nos différentes plateformes digitales, YouTube, Twitter, Facebook et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Bonsoir chez vous.